Exercice 4, dans cet exercice-là, on va parler de sécurité routière et en particulier de la violence d'un choc à 60 km/h. On apprend dans la petite phrase ici que lorsqu'il y a un choc à 60 km/h, eh bien c'est aussi violent que si on tombait d'un immeuble de 5 étages. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu de la gravité de l'accident, même juste à 60 km/h. Première question, ce message de la sécurité routière compare deux types d'énergie, lesquelles? Donc les énergies qui sont mises en jeu dans une chute verticale, on l'a déjà étudié dans une activité où il y avait une balle qui tombait. Elle met en jeu deux énergies, l'énergie potentielle de position qui est due donc à la hauteur de la balle au début, et l'énergie cinétique qui va être l'énergie liée au mouvement acquis par la balle. Question numéro 2, si une personne pèse 65 kg, quelle est son énergie cinétique à 60 km/h? Je vous rappelle que donc pour calculer l'énergie cinétique, hop, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, et on nous demande de penser à mettre ça en mètres par seconde parce que la vitesse ici doit absolument être en mètres par seconde. Donc je traduis ça en français, rouler à 60 km/h, cela veut dire parcourir 60 km, c'est-à-dire 60 000 mètres, puisque 1 km c'est 1000 mètres, en 1 heure. Sauf que 1 heure c'est aussi 3600 secondes. Donc lorsque je dis que je roule à 60 km/h, ça veut dire aussi que je parcours 60 000 mètres en 3600 secondes. Et ça va me permettre de calculer la vitesse en mètres par seconde. La vitesse dans les unités mètres par seconde est égale à la distance exprimée en mètres fois le temps divisé par le temps exprimé en secondes. Si je remplace par les valeurs, la distance exprimée en mètres c'est 60 000, le temps exprimé en secondes c'est 3600, alors là on peut barrer les zéros pour avoir un calcul un peu plus simple. Et là, je vous invite bien sûr à prendre votre calculette vous-même pour faire le calcul. Et donc, si vous n'êtes pas trompé, vous trouvez une vitesse égale à 16,7 mètres par seconde en arrondissant un petit peu le résultat. Je reprends donc mon calcul. EC, c'est donc 1/2 fois la masse. Alors la masse est dans la bonne unité puisque ici, les masses en physique-chimie sont utilisées toujours en kilogrammes. Donc fois 65 fois la vitesse qu'on vient de calculer là, donc 16,7, et attention là, l'erreur souvent commise, c'est d'oublier le carré. De la même manière, vous prenez vraiment une calculette et vous essayez de faire ce calcul-là, et on trouve 9063, et l'unité de l'énergie, c'est le joule. J'ai ici la possibilité de faire une phrase de réponse. À la question numéro 3, on va représenter l'évolution en fonction du temps de différentes énergies. En bleu, on va représenter l'énergie de position, en vert, l'énergie cinétique, qui est l'énergie de mouvement, et en rouge, l'énergie mécanique. Alors commençons par l'énergie de position. Ici, il faut bien avoir en tête que l'on va s'intéresser à l'évolution au cours de la chute d'un immeuble de 5 étages. Au tout début, à t égale 0, on dit, eh bien, l'énergie potentielle de position, elle va être maximale. Donc je vais mettre en haut du trait. Pourquoi est-ce qu'elle va être maximale? Eh bien parce que la personne se trouve en haut de l'immeuble encore. Donc elle a sa hauteur maximale. Au cours de la chute, l'altitude de la personne va diminuer, et donc l'énergie potentielle de position va diminuer dans les mêmes proportions. Elle va diminuer. Alors là c'est un tracé qualitatif, vous pouvez le faire à la règle ou pas. C'est purement pour avoir l'idée de à quoi ça ressemble. Diminuer jusqu'à un moment ici où je rencontre l'axe. Donc ici, ça correspond à une énergie potentielle égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, une énergie potentielle de position égale à 0? Ça veut dire que la personne n'a plus d'altitude. Si elle n'a plus d'altitude, ça veut dire aussi que c'est là où il y a l'impact. Passons maintenant à l'évolution de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est donc l'énergie du mouvement, l'énergie liée à la vitesse de la personne. Au début, la personne n'a pas de vitesse. Donc à t égale 0, l'énergie cinétique vaut 0. Au cours de la chute, la vitesse de la personne va augmenter, et donc son énergie cinétique augmente de la même manière. Elle augmente, et elle va augmenter jusqu'à un moment où la personne va toucher le sol. À ce moment-là, l'énergie cinétique, eh bien, elle va redescendre d'un coup, puisque la personne va s'arrêter d'un coup. Et en fait, donc, toute l'énergie cinétique va être dissipée pour faire des dégâts dans le corps, en fait.
Et après l'impact, eh bien, la personne ne va pas avoir d'énergie cinétique, elle va pas se mettre à rebondir, hein, et son énergie cinétique vaut 0. Maintenant, vous avez vu que j'avais, au départ, un rectangle pour m'aider à tracer ce graphique-là. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison est en fait due à la conservation de l'énergie. On va considérer ici que toute l'énergie de position, du fait que la personne soit en altitude, a été transformée en énergie cinétique. Si cette transformation est parfaite, c'est-à-dire s'il n'y a pas de perte, on va dire, eh bien l'énergie cinétique à la fin aura la même valeur que l'énergie de position au début. C'est pour ça que l'énergie cinétique à la fin se retrouve à la même hauteur que l'énergie de position au début. On peut peut-être représenter ça sous la forme d'un schéma, d'une chaîne d'énergie, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Imaginons que donc je considère la personne qui tombe comme un convertisseur d'énergie. Et je réfléchis à quelle énergie elle avait au départ. Au départ, elle avait de l'énergie de position. À la fin, avant de toucher le sol, elle a de l'énergie cinétique. Si je considère que toute l'énergie de position a été transformée en énergie cinétique, ça veut dire que par exemple, si au départ elle avait 9000 joules d'énergie de position, ben elle a toujours 9000 joules d'énergie cinétique à la fin. Donc, ici, si ce trait correspond à une énergie de 9000 joules, au départ, eh bien, c'était de l'énergie de position, et à la fin, c'est de l'énergie cinétique. Passons maintenant à la dernière énergie, l'énergie mécanique. Alors, on a appris dans le cours que l'énergie mécanique, qu'on note EM, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie de position. On peut faire le calcul au tout début. EC vaut 0, donc ça fait que EP. Donc EM est égal à EP, donc EM il est là. Je peux faire le même calcul à la fin. Je fais donc l'énergie de position qui vaut ici 0, puisque la personne est au sol. L'énergie cinétique est ici maximale, donc l'énergie mécanique ici vaut ça. Et en fait, on peut faire le même raisonnement tout au long de la trajectoire, et on va trouver à chaque fois que eh bien, l'énergie mécanique, ici, sur notre schéma, ne change pas. Parce que toute l'énergie potentielle perdue est à chaque fois intégralement convertie en énergie cinétique. On le voit d'ailleurs assez bien dans le schéma. Si je considère l'énergie potentielle et l'énergie cinétique en même temps, eh bien je vais toujours avoir une énergie mécanique qui globalement vaut 9000 joules. Au moment de l'impact, eh bien sûr, l'énergie mécanique va descendre puisqu'il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus d'altitude, donc l'énergie mécanique, elle va aussi valoir 0 à la fin. Si vous avez bien compris le graphique précédent, la question 4 va être assez facile. En déduire son énergie de position en haut d'un immeuble de 5 étages, eh bien si ici l'énergie cinétique valait 9063 joules, ça veut dire que au départ, comme je suis toujours à la même hauteur, l'énergie potentielle de position va valoir aussi 9063 joules. Question 5, sur le dessin que l'on peut voir au début de l'exercice, la vitesse est-elle proportionnelle à la hauteur des immeubles? Justifié. La question 5 fait donc référence à ce graphique-là, enfin, ça ressemble un petit peu à un graphique, et on voit ici que les vitesses sont régulièrement espacées, c'est-à-dire que pour aller de là à là, j'ai bien 30, là j'augmente de nouveau de 30, puis là j'augmente de nouveau de 30, etc. Est-ce qu'à chaque fois je vais augmenter de la même hauteur pour les immeubles? Eh bien non, puisqu'on voit que là on a augmenté de 3,5, mais là on a augmenté 10 presque. Ici on a presque augmenté de 20, ici on a presque augmenté de 40, etc. etc. Donc en fait c'est pas du tout proportionnel. Hein, et même si on traçait une courbe, on verrait ceci. Et encore là, je l'ai pas très bien tracé. Si vous vous rappelez l'activité sur la gravité des accidents, cette allure de courbe doit vous faire penser à la fonction carré. Donc on n'est pas du tout dans une relation de proportionnalité. Dans l'idéal, à la question 5, il faudrait se baser sur des valeurs chiffrées pour vraiment justifier ce qu'on vient de dire. Donc, doubler la vitesse, on regarde à quelle situation ça correspond. On regarde que pour passer de 30 à 60, on a doublé la vitesse. On regarde s'il faut doubler la hauteur. Eh bien, on voit bien que si je double la hauteur, je vais atteindre 7 mètres. Or, pour doubler la vitesse, il faut que j'atteigne 13 mètres. Donc, on n'est pas dans une situation de proportionnalité.